que vous m'entendez mieux là tout de suite? Oui, là c'est mieux. Bon, parfait. Je vais parler un peu fort du coup, hein. Je vais partager un contenu dans un premier temps. Donc, bonjour à tous, Marion Amy. Donc, je travaille pour l'accélérateur des entreprises inclusives, donc du coup de la région Île-de-France et qui est piloté par HEC Paris. Donc, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de faire un focus sur comment financer l'accélération de mon développement grâce à la finance solidaire. Dans un premier temps, je souhaitais un petit peu vous parler de l'accélérateur. Donc, c'est un programme qui a été lancé par la région Île-de-France en 2018. Et c'est un programme qui dure 24 mois où on accompagne 10 entreprises, au total 30 actuellement, pour changer d'échelle. Donc, c'est un programme qui s'articule par un accompagnement stratégique mensuel par un tuteur que vous pourrez voir tout à l'heure. Également des chantiers d'accompagnement et aujourd'hui, on va faire un focus justement sur ce chantier d'accompagnement sur la finance. Et également, il y a un cycle de formation, il y a un appui quotidien de la part des équipes d'HEC et également, bien évidemment, de la région et beaucoup d'interventions d'étudiants, de consultants et effectivement, on essaye également d'ouvrir un peu les portes à nos entreprises et de créer un peu de contact. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est 24 mois pour changer d'échelle dans lequel on commence à faire un diagnostic de l'entreprise pour comprendre toutes les problématiques et également tous les points forts. Et à partir de ça, on fait une feuille de route. Une feuille de route où on met différents chantiers. Donc là, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va faire un focus sur le chantier financement et investissement. Et l'objectif, c'est vraiment tous les 6 mois de refaire un point d'étape et d'accompagner les entreprises, donc lauréates. Et je tenais à vous présenter nos 30 lauréats également. Donc là, c'est la promotion 2 et 3, parce que la promotion 1, donc du coup, c'est fini donc le 31 décembre et nous accompagnons actuellement la promotion 2 et 3 qui sont axés sur les secteurs du handicap et de l'insertion particulièrement. Donc, je vais refaire un focus sur le chantier d'investissement et se dire comment est-ce que nous, en tant qu'accélérateur de la région Île-de-France, on accompagne certaines de nos entreprises, parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément envie pour le moment, donc du coup, de faire une levée de fonds, mais certaines d'entre elles, oui. Et on va prendre 15 minutes avec un petit focus sur le chantier investissement, ensuite un retour par un des tuteurs justement d'HEC, donc Étienne Krieger, qui va donner quelques b.a.-ba aussi sur la levée de fonds et comment bien pitcher une levée de fonds. Et après, on aura un retour d'expérience de la part de Ralph Butcher, donc du coup qui est donc de Séquence Clé Production, qui vient de revenir une de ses levées de fonds. Donc voilà. Donc Mathias, est-ce que tu m'entends? Mathias? Ouais, très bien. Ok, je te laisse prendre la suite du coup et je coupe mon micro. N'hésite pas à partager ton écran. Est-ce que tu veux que je partage? Tu me le dis, tu me tiens au courant. Voilà. Non, mais c'est bon, je vais m'en occuper. Okay. Parfait, merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Mathias Abramovic. J'interviens au sein de différents programmes d'HEC, donc sur tous les programmes Startup, Scale-up, donc que ce soit à des niveaux de maturité, des boîtes qui se lancent à peine, comme des boîtes qui doivent passer à l'échelle. Et à côté de ça, j'ai une activité effectivement de conseil en stratégie et en innovation. Et j'interviens principalement au sein de l'accélérateur en tant que tuteur, mais également sur le chantier, donc comme vous le disiez Marion, de financement et d'investissement. Donc l'idée derrière ce chantier, en fait, c'est de pouvoir déjà apporter de la valeur aux entreprises de l'accélérateur en leur expliquant davantage les mécanismes de financement d'une entreprise en fonction de ses différents stades de maturité. Également de pouvoir rencontrer des fonds d'investissement à impact pour comprendre davantage leurs enjeux, leurs besoins, ce qu'ils recherchent. Et enfin, travailler avec les entreprises de l'accélérateur pour justement aligner leur développement avec les enjeux des investisseurs. Donc, je vais vous présenter une petite slide qui va aller très vite, mais c'est pour vous donner un peu la nature du travail qu'on fait sur ce chantier d'investissement.
Et vous allez voir, alors je ne sais pas si on voit bien mon écran. Ouais, normalement, C'est c'est bon, bon. c'est bon, ouais. OK. Voilà, donc ça, c'est un résumé, hein, bien entendu. Donc, l'idée, c'est que peu importe qu'on soit une entreprise à impact, une start-up un peu classique, on va dire, c'est toujours très complexe de comprendre le financement, l'investissement. Et généralement, on se dit, bon, on monte une boîte, à un moment donné, on va devoir lever des fonds. La réalité est un peu plus complexe que ça et moins évidente. Et donc, l'enjeu déjà initial, c'est de rappeler aux entreprises de l'accélérateur qu'en fait, une société, ça a plusieurs moments dans sa maturité, ça a plusieurs moments dans son développement et qu'à chaque moment de sa croissance, en fait, elle va avoir des besoins différents. Donc là, sur la partie de gauche, on voit qu'on a trois grands moments. Donc, on va avoir le démarrage, on va dire, qui est le moment où il y a le plus de risques dans l'entreprise, puisqu'elle commence à peine à développer un produit, à se développer sur son marché. Et là, son objectif, c'est de rechercher un équilibre financier, mais également un équilibre dans sa clientèle et dans sa production. Donc, les besoins ici vont être davantage tournés sur cette prise de risque, finalement, et cette découverte de marché. Ensuite, dans une deuxième phase, on va avoir la phase qu'on va plutôt appeler de développement, où là, l'entreprise va se structurer et va s'étendre sur de nouveaux marchés. Donc là, ce sont plutôt les stades de maturité des entreprises de l'accélérateur aujourd'hui, ce qu'on va appeler du scale-up pour résumer, même si on peut trouver toutes les définitions qu'on veut derrière ce terme. L'idée, c'est que surtout, on a des entreprises qui vont être en croissance, donc elles vont avoir un accroissement du volume d'affaires, de plus en plus de clients, donc ce qui va jouer sur leur manière de produire de la valeur, leurs produits et leurs services. Donc il va falloir optimiser la manière dont elles construisent leurs produits et leurs services, optimiser leurs processus. Et en même temps, on va se poser la question de l'innovation, à savoir peut-être développer de nouvelles offres pour de nouveaux. Donc là, on va être vraiment dans la partie du développement. Et sur certaines très rares entreprises de l'accélérateur, on a également des entreprises qui vont être dans la phase 3, qui vont être dans la phase de transmission, de consolidation finalement de leurs acquis. Ce sont des entreprises qui sont globalement maintenant assez matures. Elles ont un marché qui est globalement bien, pas verrouillé, mais en tout cas maîtrisé. Et là, ça va être plus des enjeux de formation, de montée en compétences, de structuration, voire d'investissements nouveaux qui vont être faits auprès du fondateur, mais également pour lui permettre, parce que généralement, les fondateurs, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ils ont quand même envie d'avoir un peu de plus de temps pour d'autres projets. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'aider à rentrer dans cette phase de transmission et potentiellement faire monter en compétence des gens de son équipe qui vont petit à petit reprendre la direction d'entreprise. Donc ça sont vraiment les trois grands stades, si on devait les vulgariser, de développement de l'entreprise. Et déjà, c'est de faire comprendre aux entreprises de l'accélérateur qu'en fonction de leur phase, les besoins en financement ne vont pas être orientés sur les mêmes choses. C'est-à-dire que financer son entreprise, c'est l'aider à passer une phase. Donc, en fonction de là où on est, on ne va pas forcément rechercher d'une part le même volume d'argent pour avancer, mais d'autre part, on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Et à droite, donc justement, on a ces personnes-là. On a les gens qui financent. On a cet enjeu donc d'aligner d'un côté les besoins des entreprises et de l'autre côté les besoins des financeurs. Et les financeurs, ce qu'on va chercher à comprendre en les rencontrant, donc il y en a certains que j'ai pu rencontrer qui sont dans cette réunion, d'ailleurs, je vous passe le bonjour. L'idée, c'est de comprendre déjà quels sont leurs critères d'investissement. C'est quoi, quel est le fonds, quelle est déjà leur intention et leur velléité en termes d'impact. Et de manière plus pragmatique, c'est de comprendre, est-ce qu'ils recherchent des structures juridiques particulières? Alors, il y en a certains oui, il y en a certains non. Est-ce qu'ils attendent des niveaux de chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils ont des indicateurs spécifiques en termes financiers attendus? Est-ce qu'ils ont des populations cibles bien spécifiques? Est-ce qu'ils ont des thématiques, des zones géographiques, etc., etc. Donc déjà, c'est de bien comprendre qu'avant de mettre en relation une entreprise avec un fonds d'investissement, il faut comprendre le besoin du fonds d'investissement, de comprendre les critères qu'il va utiliser pour sélectionner une société et pour ensuite évaluer s'il est opportun pour lui et pour la société d'investir dans cette structure. Ensuite, vont arriver ce que j'ai appelé moi la dimension du fonds. Donc la dimension du fonds, ça va plutôt être c'est quoi ce type de fonds? Quelle est sa taille? Quel est son actif sous gestion? Donc ça veut dire combien d'argent il est capable d'investir aujourd'hui. Quel type de véhicule d'investissement il va pouvoir mettre en œuvre? Est-ce qu'il va investir en capitaux? Est-ce qu'il va vouloir plutôt privilégier de la dette? Donc, quelle typologie d'investissement également il va privilégier? La posture, le type d'accompagnement. Donc, ces choses-là sont vraiment essentielles pour le dirigeant d'entreprise, parce qu'il a besoin de savoir si
le fonds qui va investir chez lui va uniquement lui donner de l'argent, ou est-ce qu'il va lui apporter également un support, peut-être de l'aide dans son développement commercial? Est-ce qu'il va participer à la gouvernance de la société pour mieux comprendre quelles relations ils vont avoir avec les fonds? Donc ça, vraiment, c'est le premier gros bloc du chantier, c'est d'un côté de ramener de la rationalité sur les phases de développement d'une société aux entreprises de l'accélérateur. Et l'autre côté, c'est d'aller rencontrer les fonds pour comprendre leurs enjeux et petit à petit nouer des liens avec les bonnes entreprises au sein de l'accélérateur. Et à partir de ce travail-là, on enchaîne sur un deuxième travail qui a déjà commencé également, sur lequel on va travailler, enfin, on va identifier dans les entreprises de l'accélérateur celles qui ont réellement des besoins de financement, c'est-à-dire celles qui ont une réelle capacité d'avoir un besoin d'argent pour créer un effet de levier sur leur activité. Et on va préparer le terrain pour la mise en relation avec le fonds, c'est-à-dire globalement, eh bien, revoir leur slide deck, revoir leur pitch et les préparer finalement à être succincts, à être droit au but, on va dire, en termes de langage et d'échange avec les fonds d'investissement. Et ensuite, une fois qu'on a préparé cette partie-là, on sera capable d'envoyer les éléments au fonds et de faire des rencontres. Voilà. Globalement, je pense que j'ai été très clair. Merci beaucoup, Mathias. Du coup, tu me permets justement d'enchaîner avec Étienne. Étienne, est-ce que tu m'entends? Étienne, es-tu là? Non? Je suis là, super. je suis là, oui. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment tu accompagnes, toi, les entrepreneurs à travers le pitch, à travers justement la revue du business plan? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en tant que professeur de finance à HEC? Oui, alors on met en œuvre exactement ce que disait Mathias, c'est-à-dire que on ne vient pas avec une démarche normative qui aboutirait à une levée de fonds, une scalabilité maximale. On commence déjà à essayer de comprendre ce que l'entrepreneur veut faire, veut être, et ensuite évidemment la situation stratégique dans laquelle il est. Et en fonction de ça, évidemment, on va lui tendre le miroir de ses choix de vie et on va voir effectivement quelles sont les stratégies de croissance possibles. Et là, on rentre dans un dialogue outillé qui, au final, se traduit dans un plan de développement où la place de l'entrepreneur, comme l'évoquait Mathias, et éventuellement sa sortie à terme, parce que, comme il le disait, il a peut-être envie de faire autre chose, est posée. Et donc, on aborde de façon bienveillante, mais quand même sans concession, un certain nombre de motivations parfois contradictoires. Et donc, au final, ça se traduit parfois effectivement par la nécessité de scaler, de passer à l'échelle et de développer les fonds propres de l'entreprise et de trouver des sources de financement concomitantes. Et dans ce cas-là, ça passe évidemment par de la modélisation financière, par un plan de développement et par la mise en valeur d'un certain nombre de facteurs qui sont non strictement financiers, qui sont également aussi des facteurs d'impact. Et récemment, un entrepreneur avec lequel je discutais disait que de toute façon, à terme, il n'y a pas un business plan qui ne sera pas présenté en n'adressant pas réellement des mesures d'impact. Et à ce moment-là, on va entraîner le dirigeant et son équipe à pitcher et à présenter de façon simple et intelligible un BP dont vous savez très bien qu'il comprend une dizaine de critères maximum, mais que ces critères doivent être absolument limpides pour être compréhensibles, y compris par votre grand-mère. Donc il faut effectivement, puisque Marion et m'y invitaient, mettre en exergue la proposition de valeur, quel est le besoin qu'on adresse, quel est le segment qui exprime ce besoin, est-ce que c'est réellement must have et pas nice to have. Donc comme on est dans des entreprises qui ont déjà commencé à faire leurs preuves, a priori, on n'est pas dans cette validation binaire d'une start-up, mais on est quand même sur des enjeux de scalabilité de cette offre.
Ensuite, on va évidemment challenger l'entrepreneur sur l'équipe, puisque 75% des décisions d'investissement des acteurs en seed et en growth sont liées à l'équipe. Et donc, on va essayer d'identifier s'il y a des trous dans la raquette, s'il y a des compétences manquantes, comment est-ce qu'on peut structurer ça entre les fondateurs, entre l'équipe, entre l'advisory board. Donc, on va essayer de voir quelles sont les forces en présence. On va essayer de voir quelle est la différenciation, quel est l'avantage concurrentiel, quel est le planning de développement. Et effectivement, on va essayer de nourrir ça par des data, parce que sinon, ça sera juste un beau PowerPoint. Et à un moment donné, il y a quand même, surtout si on doit discuter avec des investisseurs, il y a la nécessité d'arriver à des tableaux de flux financiers et évoquer aussi cette question de la sortie, puisque même avec un fonds d'impact investing, c'est un mariage à durée déterminée, se posent des questions parfois inédites et spécifiques d'événements de liquidité, puisque l'introduction en bourse n'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas l'événement de liquidité majoritaire dans la plupart des startups. Et donc, il s'agit effectivement de créer une vision commune et de familiariser, comme le disait encore une fois Mathias, l'entrepreneur avec les contraintes spécifiques du private equity, enfin du capital investissement au sens large, et du capital développement, puisque c'est très souvent dans ce segment-là qu'on intervient pour envisager la sortie, qui n'est pas forcément une sortie où vous cherchez à maximiser la plus-value à n'importe quel prix. Et donc, ça repose la question souvent de l'arrimage avec une entreprise qui sera congruente avec le modèle économique et les valeurs de l'entreprise. Donc, en fait, évidemment, on est dans une phase où, comme ce secteur est relativement émergent, où on apprend grâce à vous et où on construit un certain nombre de choses. Mais donc notre démarche est à la fois très modeste et outillée, et elle part toujours sur ce registre de conversation stratégique où on finit par tendre, où on commence par tendre à un entrepreneur le miroir de ses choix de vie, et ensuite de dérouler ça et de modéliser ça dans un pitch deck, mais qui est exactement le même que ce qu'on voit dans d'autres types de comités d'investissement, avec néanmoins les dimensions d'impact en plus qui posent un niveau d'exigence spécifique. Donc je ne sais pas, Marion, si j'ai complètement répondu à ce que tu voulais dire. Après, on est des tuteurs, on est soumis à la confidentialité, on n'a évidemment pas de conflit d'intérêt, on est bienveillant mais sans concession, mais donc on est dans une posture de prof, mais on essaye effectivement de préparer une histoire commune, et puis par-delà l'investissement en equity, d'initier les entrepreneurs à du financement structuré avec éventuellement de la dette, avec de la subvention, avec des enversements remboursables, mais tout en disant aux entrepreneurs qu'ils auront in fine la liberté de leur free cash flow, quel que soit leur modèle économique. Et donc, effectivement, on passera par de la modélisation financière, sachant que, évidemment, les gens ne sont pas motivés par l'argent, mais qu'ils auront la liberté de leur cash flow et qu'ils pourront scaler et créer un bénéfice économique s'ils génèrent des vrais cash flows. Et ils ne sont pas toujours forcément hyper financiers dans leur culture, et donc on essaye effectivement de les amariner à cette culture économique et financière. Merci beaucoup, Étienne. Donc, c'était très clair en tout cas. Vraiment, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Mathias et Étienne, l'idée, c'est lorsqu'on accompagne nos entrepreneurs, on les prépare et on structure en posant vraiment les enjeux. L'enjeu, c'est de bien cerner pourquoi vous demandez des fonds, pour quel projet de développement, et de pouvoir détailler à quoi seront utilisés les fonds. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Ensuite, on va faire relire donc du coup les business plans et le pitch deck. On va travailler un petit peu sur la structure juridique. Et ensuite, il y a un entraînement au pitch, parce que pitcher votre levée de fonds, c'est important de se dire comment est-ce qu'on va pitcher devant des investisseurs. Et à mon avis, ils pourront vous expliquer bien mieux que nous par la suite. Et ensuite, on est également en train de travailler sur un projet de mesure d'impact qui est assez important, notamment sur les structures de l'ESS et de tout ce qui est finance solidaire. Quel est l'impact de votre projet? Quel est l'impact justement de ce que vous faites? Ce qui permet justement d'ajouter vraiment des qualités à votre future levée de fonds. Et après, on fait un accompagnement aussi individuel, et se dire avec des négociations et également en découvrant justement ou en rencontrant d'autres investisseurs. Donc voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de faire avec la promotion 2 notamment.
et pour certaines entreprises, bien évidemment. Mais je voulais surtout avoir aussi un retour d'expérience de la part de Ralph, donc de Séquence Clé Production. Ralph, je ne sais pas si tu m'entends, qui lui est à sa seconde levée de fonds. Et donc, du coup, qu'il explique un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est structuré et surtout à quoi ça a permis de développer justement son projet, quoi. Ralph, est-ce que tu m'entends? Tu me vois? Je ne te vois pas. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Marion, Amy. Bonjour à toutes celles et ceux peut-être que je connais dedans. Tu m'entends? Oui, je t'entends. On t'entend très bien, Ralph. C'est bon. Tu peux. Tu peux me. C'est quoi la première question? C'est quoi? Donc, partage ton retour d'expérience justement par rapport à ta levée de fonds, comment ça s'est passé, et dans un second temps, comment ça a permis de développer justement tes projets. Voilà. Celle qu'on a fait avant la crise sanitaire ou pendant? Tu peux faire un retour d'expérience sur les deux et justement les erreurs et au contrario les plus qui t'ont aidé à faire ces levées de fonds et justement de donner un petit peu les best practices par rapport à ça que tu as vécu. Alors, pour moi, merci beaucoup. Hein, ça reste un sujet, je trouve, compliqué sur lequel intervenir, même parfois en parlant autour de moi sur les best practices ou qu'est-ce qui ferait que ça marche ou que ça marche pas. Franchement, si je savais exactement les clés pour y arriver, je serais bien content. Moi, ce qui m'a marqué en tout cas sur la première levée de fonds donc, qui s'est passée en 2019, ça a été en tout cas, elle a été très utile, nous, parce qu'on sortait, je ne sais pas où celles et ceux qui écoutent en sont, nous, on sortait vraiment d'une époque de start-up, proof of concept, comme on dit, que le projet avait un potentiel pour fonctionner. Et donc là, on avait besoin de se structurer différemment, de pouvoir investir sur des sujets qui allaient nous permettre de passer une étape de croissance. Et donc, on a pris la décision d'avancer sur cette levée de fonds. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'imagine que dans celles et ceux qui sont présentes là, parce qu'il y a des entrepreneurs, c'est ça, hein, là, plein autour de moi. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça ne fait pas forcément toujours consensus non plus dans son entreprise de faire une levée de fonds, dans ce qui m'a marqué. Donc, peut-être que vous pouvez, certaines et certains peuvent vivre ce moment-là. Parfois, ça fait peur. Parfois, ça peut créer des enthousiasmes, mais ça peut créer aussi des peurs pour certaines et certains. Donc, il faut déjà, je trouve, réussir à faire le travail en interne. Et c'est vraiment quelque chose, parce que c'est quelque chose qui a un impact. C'est pas anodin. Parce que ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on veut passer à autre chose et c'est pas toujours évident pour tout le monde de vouloir passer à autre chose. Après, moi, vraiment, la chose qui m'a le plus marqué, ça a été une question de rencontre et de relations humaines. Ça a été, alors je dis pas forcément qu'il faut reproduire, mais moi, ça a même été un sujet peut-être porté à l'extrême. J'ai fait 2 rencontres super où je me suis dit j'ai envie que ce soit ces gens-là qui investissent, qui soient les porteurs des investissements dans notre boîte. Et j'ai fait une mise en concurrence. Alors, je ne sais pas si c'est un bon conseil à donner, mais personnellement, moi, ça a été un choix. Et c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Parce que finalement, on a co-construit ensemble avec ces 2 personnes. On a co-construit ensemble toute la documentation et toute l'image d'avenir qu'on souhaitait projeter pour l'entreprise. Et ce que je dirais, pour moi, ce qui est important dans ces choix-là, c'est ne pas oublier
et là, je vais venir à ce qu'on a vécu dans la crise sanitaire, pour la peine, ça me fait penser au lien. C'est penser que quand on lève des fonds, il y a la partie financière, bien sûr, tout ce qu'on veut, c'est oui, elle est là, on va faire une levée de fonds parce qu'on a besoin d'argent pour X, Y raison. Mais il y a une partie humaine qui est hyper forte parce que va après ensuite se créer un comité. Alors nous, chez nous, ça s'est appelé un comité stratégique, mais où on avait un représentant de chacun des deux pôles d'investissement qui ont investi chez nous. Donc nous, on a quelqu'un qui représente, on a fait un crowd, donc on a quelqu'un qui représente la structure de crowd qui s'appelle Lita et qui s'appelle Pierre Schmidt-Gaulle, et on a Noves qui a investi chez nous, et Noves étant représenté par Christophe de Conac. Et donc en fait, ces personnes ensuite partagent avec nous. On partage quand même le cœur de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut faire, nos moments difficiles et tout. Et le choix des personnes est hyper important. Et le choix des personnes, pour nous, ça a été une clé quand on a traversé la crise sanitaire. Donc, on a eu le coup de chance de boucler notre levée de fonds avant la première crise, avant le début de la crise sanitaire, en fin d'année 2019. Donc, c'était bien. Mais comme on a été très impacté et qu'on avait quand même cette première levée de fonds, elle nous avait servi à investir. Il a fallu aussi après des moyens pour tenir pendant la crise, et au-delà de tenir pendant la crise, qui s'est plutôt pas trop mal passé finalement, c'est avoir des moyens pour se relancer derrière. Et là, avoir de vraies relations comme une équipe, parce que finalement ça devient des associés, nos investisseurs, ça a été une clé, quoi. Parce qu'on a pu échanger ensemble, se sentir entouré, avoir des moments de partage, réfléchir à la meilleure stratégie financière pour le refinancement. Donc perso, moi, si j'avais… Moi, dans une levée de fonds, c'est la mienne, hein, parce que je n'oserais pas dire, mais ce qui, moi, ma marque et ma propre liste de bonnes pratiques personnelles, c'est la relation humaine d'abord, parce que ça permet d'avancer. L'extrême transparence, parce que finalement, comme ça reste une relation à moyen-long terme qui peut durer 4-5 ans ou plus, de tout partager, même pendant qu'on travaille sa levée de fonds. Moi, je ne regretterai jamais d'avoir partagé même nos faiblesses et nos points forts. Enfin, de nos points forts, bien sûr, on le fait tous, mais toutes nos faiblesses pendant la préparation de la première levée de fonds. Parce que ça ne crée pas la même relation et ça crée autre chose. Donc, moi, je verrais la relation, partager vraiment ce qu'on est. En plus, là, c'est un tour de table d'entrepreneuriat social, c'est ça? Oui. Et puis, il y a également des financeurs solidaires qui vont pouvoir présenter. Mais merci beaucoup, Ralph. Pardon, j'ai le rôle un peu ingrat de maître du temps. D'accord, ok. Le dernier truc que j'allais dire, madame, c'était surtout dans l'économie sociale. Parce que si on dit qu'on veut faire les choses autrement, ça se passe aussi dans nos relations avec nos investisseurs. Sinon, autant ouvrir une entreprise dans le secteur classique. Merci beaucoup, Ralph, pour ton retour d'expérience. Merci infiniment, Ralph. Merci beaucoup, Marion-Émie, Mathias et Étienne, pour cet apport d'expertise et de méthodologie qui sont extrêmement précieux, je pense, pour tous les participants. On va passer à un deuxième temps dans notre échange et je vais tout de suite passer la parole à Claudine Pierson, si elle a pu rester avec nous jusqu'ici, pour entamer le tour de table donc, de la finance solidaire qui sont positionnés sur les enjeux d'accélération et de changement d'échelle. Claudine, si vous avez pu rester avec nous jusqu'ici, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc Claudine Pierson, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Très bien. Donc je suis Claudine Pierson. En effet, je travaille à la Banque des Territoires en Île-de-France. Et en effet, la Banque des Territoires intervient, finance, accompagne depuis de nombreuses années le secteur de l'économie sociale et solidaire,
de deux façons, de façon intermédiaire avec des fonds, avec la création donc, de fonds, donc en effet Noves et d'autres, donc je laisserai les différents fonds en effet se présenter. Et maintenant, en effet, la Banque des Territoires peut également intervenir de façon directe dans les structures en développement à fort impact et à fort impact social, sans pour autant, évidemment, mettre de côté également les impacts environnementaux, puisque ça fait partie également de notre champ d'analyse. Alors, pour être brève et assez synthétique, nous, nos grands principes d'intervention donc en direct, on n'intervient jamais en amorçage. Donc on est bien pile poil en effet dans l'accélérateur économie sociale et solidaire donc de la région. D'ailleurs, on est également cofinanceur de cet accélérateur. Donc on n'intervient pas en amorçage, on intervient en développement et en changement d'échelle. On intervient également bien sûr sur des structures qui ont montré leur capacité donc à avoir un modèle économique. On recherche une rentabilité bien sûr de nos investissements, avec également une liquidité. Le but, c'est pas que la Banque des Territoires reste pendant de très nombreuses années au sein donc, de la structure, mais apporte les fonds nécessaires, les conseils également aux entreprises dans lesquelles nous allons pouvoir investir. On demande également à avoir un impact mesurable, un impact social mesurable, avec des indicateurs, et on intervient toujours de façon minoritaire, puisqu'on essaye de faire levier auprès d'autres co-investisseurs. Et on intervient à peu près à hauteur de 30 ou entre 20 et 30% en effet des besoins à financer. Alors, on peut intervenir en fonds propres. On peut intervenir également en quasi-fonds propres. On peut intervenir également en fonds propres et en quasi-fonds propres, puisque vous savez que bien souvent les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement en effet les coopératives, ont des rendements, versent très peu de dividendes, donc la rentabilité des fonds propres est assez faible. Donc on interviendra dans ce cas-là peu en fonds propres et beaucoup plus en quasi-fonds propres. Mais on peut intervenir aussi uniquement en quasi-fonds propres. Et on peut également donc intervenir en dette si cela, en effet, est nécessaire. Voilà, par exemple, avec des obligations comme les contrats à impact social. On a défini aussi donc, des grands domaines prioritaires, mais qui ne sont pas exclusifs. Comme la santé médico-sociale, l'inclusion numérique, la transition alimentaire, l'éducation et le développement économique et local, comme en effet les tiers-lieux. Donc voilà les grands principes d'intervention de la Banque des Territoires. On peut intervenir sur tous les champs. Et évidemment, il nous faut un impact social. Et on est là aussi pour apporter conseil et financement aux structures. Voilà résumé rapidement notre intervention. Merci beaucoup. Je vais proposer à Antoine Michel d'Investir et Plus de prendre la suite. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas trop, soit je présente Investir et Plus, ou simplement, il y a peut-être des questions particulières qui intéressent l'auditoire. Alors, je pense que pour la présentation, un très grand nombre de participants a pu assister à la plénière la semaine dernière, donc pas besoin de revenir dans le détail. En revanche, si vous pouvez nous parler de votre intervention, notamment sur la problématique de l'accélération et du changement d'échelle, ça peut effectivement être intéressant. Et puis de toute façon, vous aurez aussi l'occasion de répondre aux questions directes des participants à la fin. Nous, on est un fonds d'entrepreneurs et on considère que l'argent ne fait pas tout. Quel que soit le stade d'ailleurs de développement, de maturité d'un projet,
avoir les bonnes personnes au bon moment, les bons contacts, les mots qui vont être qui vont parfois calmer le jeu ou la bonne idée. Ça change vraiment tout. Et nous, on pense que avoir le soutien de personnes qui ont déjà passé, qui ont déjà l'expérience d'avoir entrepris, en l'occurrence pour nos actionnaires plutôt avec succès. Mais bon, quand on parle de succès dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est une succession quand même de petits échecs et puis de temps en temps des réussites. Donc on a tous eu des difficultés et l'expérience d'avoir eu peut-être des conflits avec des associés, des conflits juridiques ou simplement des problèmes de business model, d'avoir su, de s'être trompé dans des recrutements, d'avoir eu des soucis de financement du BFR, voilà, de tout ce qui fait malheureusement le quotidien d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. À pouvoir partager cette expérience et les bons contacts, plus les contacts commerciaux, on pense que ça peut vraiment changer les choses. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire plutôt, donc finalement assez tôt, mais là, les vocables changent entre l'amorçage, pré-amorçage, les séries A, chacun a sa conception. Mais c'est vrai que nous, on va plutôt suivre des projets qui ont déjà un produit, déjà quelques clients, et en effet les aider à se déployer parce qu'on on est une soixantaine d'actionnaires, entrepreneurs. On a tous eu l'expérience de faire passer un projet de, on va dire, 2, 3, 4, 5, 10 personnes à quelques centaines, voire quelques milliers de collaborateurs. Et il y a des phases et des seuils presque qui font qu'en termes d'organisation, de culture, de management, de pilotage de l'activité, on fonctionne de manière extrêmement différente et en tant que dirigeant, même notre métier change de manière assez importante. Pareil en termes d'actionnariat, de stratégie de financement, etc. Ça change. Donc nous, on essaie de porter notre aide à ces entrepreneurs à impact. Nous, entrepreneurs de l'économie classique, on essaie de vous aider, vous, entrepreneurs sociaux, à passer ces étapes. On n'est pas qu'une structure d'accompagnement, puisqu'on finance aussi. On investit entre 250 000 euros et 1 million d'euros sur un premier tour. On peut monter jusqu'à 2 millions, 2,5 millions. Donc, on est une équipe vraiment très engagée. On met notre argent, notre temps, nos réseaux et c'est pas juste de l'accompagnement comme ce que peut faire un accélérateur. Donc c'est complémentaire de démarches que d'autres comme l'accélérateur ESS Île-de-France a. Voilà, donc on existe depuis 2012. On a accompagné 24 projets. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, je regarde dans le chat, mais s'il y a des questions particulières, mais on peut en parler des heures et des heures. Mais n'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans le chat. Je pense qu'on sera à même de vous répondre en direct. On va continuer notre tour de table. Je propose merci beaucoup. J'en profite pour faire de la pub. Aussi, un des moyens, parce que je pense que là, c'est ce qui se passe aussi un peu ici, mais un des moyens pour aller plus loin, c'est d'être ensemble et de collaborer. C'est un peu quand même une tradition dans l'économie sociale et solidaire et plus généralement dans l'impact. Et c'est vrai que moi, je suis très impliqué au sein du mouvement Impact France, l'ex-Move, et puis qui est issu de la fusion de Tech for Good France. Donc, ceux qui ne sont pas adhérents, je les incite à nous rejoindre. C'est aussi un endroit où on peut partager les bonnes pratiques et s'entraider. Donc, venez. Et Marguerite, je tenais également à dire, pour ajouter, nous, de côté de l'accélérateur, on a énormément de chance parce qu'on est effectivement soutenu par la Banque des Territoires, également la Directe et AG2R La Mondiale. Et c'est très important d'avoir justement tous ces partenaires pour nous accompagner nos entrepreneurs. C'est notamment, justement, Christine était en train de parler il y a 2 secondes, c'est quelque chose, Claudine, excusez-moi, était en train de parler, c'est quand même extrêmement important. Voilà. Merci
Merci pour ces précisions. Je vais proposer à Benjamin Friedrich de prendre la parole pour nous parler d'Invest et puis peut-être éventuellement dire un mot aussi sur IDES, qui sont des fonds qui peuvent intervenir également sur ces problématiques. Benjamin, je ne sais pas si vous nous entendez. En tout cas, on ne vous entend pas. Alors, en attendant que Benjamin retrouve le bon fonctionnement de son micro ou sa connexion, je vais peut-être proposer à Faustine Mousseau de prendre la parole pour Noves. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Faustine, on vous entend. Pardon, du coup, Benjamin, on vous prend juste après. Ok, donc j'y vais. Alors pour Noves, donc on en a déjà un peu, certains intervenants en ont un peu parlé. Donc Noves, c'est un fonds qui a été créé à l'initiative de la Caisse des dépôts et qui a fait son premier investissement en 2017. C'est un fonds qui est dédié aux acteurs de l'USS. Donc nous, on peut intervenir quelle que soit la forme juridique des structures. Donc on a des associations, des fondations, des SAS-ESUS. Voilà, c'est vraiment des coopératives. On s'adapte, c'est vraiment, je pense, la force principale de Noves. Ensuite, on est un fonds généraliste. Donc nous, on n'a pas de secteur, etc. à privilégier. C'est plutôt des thématiques qui vont être chères au fond, l'inclusion, l'insertion, la santé, l'éducation, l'économie circulaire. Donc ça, c'est pour vous définir un peu le fond. Ensuite, nous, on intervient que dans des structures qui vont être considérées comme matures. Donc, on a un critère qui est celui que la structure doit avoir 3 ans. Alors, ça veut plus ou moins rien dire, mais c'est pour être sûr, si vous voulez, nous, on ne fait pas d'amorçage. Donc, c'est vraiment des structures qui sont en changement d'échelle. Et donc, pour cela, il faut qu'elles aient donc 3 ans. Et au-delà de ça, c'est plutôt qu'il faut qu'elles aient un modèle économique qui soit éprouvé. On n'a pas de minimum de chiffre d'affaires ou de rentabilité, mais il faut qu'elles aient trouvé ce modèle et qu'on en ait les preuves, si vous voulez, qu'on soit bien dans un projet qui n'est plus en amorçage. Au-delà de ça, il faut que ce soit aussi une structure qui a un impact social. De plus en plus, on essaye de faire en sorte qu'elles aient aussi un impact social et environnemental. Mais avant tout, les investisseurs vont surtout regarder l'impact social. C'est un fonds solidaire à impact social. Et pour cela, on va déterminer des critères pour évaluer et suivre la performance extra-financière des projets qu'on va accompagner. On a un outil qui s'appelle l'outil MESIS qui nous aide à faire ça. Donc, on pourra aussi en discuter si ça vous intéresse personnellement. Et donc, comme je disais, le fonds Noves, c'est vraiment des projets de changement d'échelle. Donc, des projets d'essaimage, il peut y avoir aussi des projets immobiliers, une diversification de l'activité, etc. Et nous, donc, avec le fonds Noves, on peut intervenir entre 1 million et 5 millions d'euros, sachant que Noves fait essentiellement du co-investissement. Donc, on va être dans des levées de fonds qui seront au moins 1 million d'euros, puisque nous, on entend prendre un ticket de 1 million d'euros. Alors après, les instruments, on s'adapte aussi, on s'adapte aux structures juridiques, donc on fait du titre associatif, après on fait titre fondatif, etc. Mais à côté de ça, on peut très bien faire aussi des mix pour des structures pour lesquelles c'est possible, actions, dettes, etc. Donc là-dessus, on s'adapte. Lorsqu'on est en capital, c'est jamais plus de 30% du capital. On essaye d'être plutôt entre 10 et 15, maximum 20 pour pouvoir déjà jouer notre rôle d'investisseur long terme et puis pour laisser le dirigeant à sa place. Nous, on est là en tant qu'accompagnateur. On est là pour que le projet qu'il puisse se pérenniser et que la structure puisse développer son impact. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est être un investisseur qui va être actif et engagé, mais qui restera toujours minoritaire et surtout qui restera sur du long terme, à peu près entre 7 à 11 ans. Donc ça, c'est une des forces du fonds Noves aussi. Ça permet vraiment d'aller sur des projets qui, notamment, je disais, projets immobiliers, où c'est des projets où on a des durées longues. Donc, le fonds Noves peut être là dans ce type de projet. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est
Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, je le disais aussi, c'est de faire en sorte que nos participations, développer l'écosystème, qu'elles puissent travailler ensemble, mais aussi qu'on puisse travailler nous, qu'on puisse les faire travailler avec d'autres acteurs et vice-versa. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec la région Île-de-France et on travaille aussi avec... on échange beaucoup avec l'accélérateur de la région, puisque d'ailleurs, dans notre portefeuille, on a donc Séquence Clé, production, donc Ralph qu'on vient d'entendre, et on a aussi des acteurs, donc je ne sais pas si vous avez vu la présentation, Quel Bon Goût, Moulineau, etc. Donc voilà, nous, on est vraiment à la recherche de pouvoir faire en sorte que cet écosystème, il se nourrisse, il s'enrichisse et que nous, on y participe. Je pense que c'est un des points forts du Fonds Novès. Voilà, nous, on est un fonds généraliste, mais on est ancré dans cet écosystème et on fait en sorte que les participations puissent en bénéficier. Donc voilà, c'est là-dessus que je pense que j'ai dit l'essentiel. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez quelques informations, il y a le site noves.fr, ça je ne l'avais pas dit ce matin. Vous avez les projets qu'on a financés et puis un peu tous les liens qui peuvent vous être utiles. Donc, n'hésitez pas. Et ensuite, je vous mettrai notre adresse pour nous contacter si vous voulez nous faire part de vos besoins ou de vos questions. On peut aussi très bien discuter, même si vous n'arrivez pas directement avec votre pitch, le besoin, etc. On est là aussi pour vous accompagner. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Faustine. Benjamin, je Alors, ne sais pas du coup, si... vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. La parole est à vous. Désolée pour le petit loupé de tout à l'heure. Moi, je travaille chez Assine Gestion. On a plusieurs fonds en gestion. Je ne vais pas les représenter, mais en gros, nos tickets d'investissement, on peut intervenir à partir de 80 000 € par l'intermédiaire du fonds Invest Île-de-France, qui est un fonds souscrit à hauteur de la moitié par la région et pour l'autre moitié par des investisseurs institutionnels privés. Et pour Invest Île-de-France, on peut aller jusqu'à 300 000. Et sinon, on a le fonds IDES qui prend le relais au-delà. Donc, à partir de 300 000 € jusqu'à 3 millions. Donc, on a une fourchette d'intervention assez large. Et peut-être directement, plus spécifiquement sur le changement d'échelle, parce que nous, comme d'autres confrères, on n'intervient pas vraiment sur le capital risque. On a plutôt une culture d'investissement tournée sur le capital développement, mais évidemment, on intervient aussi sur les structures qui sont en changement d'échelle. Alors, un petit focus là-dessus. Le changement d'échelle, la première chose qu'on va regarder, c'est la traction. Le fait qu'en effet, on observe sur le chiffre d'affaires une croissance qui elle-même s'accélère, et donc on va regarder, on va demander une vision plutôt mensuelle pour voir vraiment l'accélération sur les dernières périodes. Ça, ce sera un point important sur le changement d'échelle. Ensuite, on va regarder, je pense qu'il y a un autre point qui est vraiment important dans le changement d'échelle, c'est la capacité de la structure et des dirigeants à organiser l'entreprise. Parce que en fait, c'est presque une évidence, mais on ne gère pas une entreprise qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires comme on gère une entreprise qui fait 500 000 €. Et il y a une étape d'organisation un peu technique, notamment avec l'étape de la construction du middle management. Donc, le fait que les dirigeants ne soient plus en direct avec les équipes, mais constituent eux-mêmes une étape de manager intermédiaire. Et donc, il y a un sujet recrutement assez compliqué et qu'il ne faut pas louper, parce qu'un mauvais recrutement en période de changement d'échelle, quand on a beaucoup de commandes et une accélération des commandes, ça peut être compliqué. Donc, on va regarder la capacité de l'équipe à organiser tout ça, si les choses sont claires dans leur tête et comment ils envisagent l'organisation de la structure dans le futur proche. L'autre sujet qui est très important, j'aurais peut-être même dû en parler en premier, c'est la gestion de la trésorerie, notamment sur les activités qui génèrent des besoins en fonds de roulement importants. Les périodes d'accélération, ça peut être fatal en fait pour une entreprise d'avoir de plus en plus de commandes, mais de ne pas réussir à les honorer, et notamment à cause de problèmes de trésorerie. Et donc, il faut bien anticiper votre levée de fonds. Une levée de fonds, ça dure longtemps. Ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on croit et que ce qu'on a envie de faire, mais le temps passe vite. On dit qu'il faut compter à peu près 6 mois sur une levée de fonds en capital. Donc, ayez bien ça en tête et essayez d'anticiper le plus possible, parce que plus vous anticipez, plus le rapport de force
entre guillemets, est à votre avantage. C'est beaucoup plus difficile de financer une entreprise qui a le couteau sous la gorge. Donc, si vous n'avez pas encore le couteau sous la gorge et si vous avez plus de temps devant vous, vous serez plus serein pour négocier au mieux pour votre entreprise. Ça, c'est un point important de vraiment essayer d'anticiper le plus possible. Donc les délais, j'en ai parlé. Il y a un autre sujet sur lequel vous pouvez peut-être prendre un peu d'avance, c'est de comprendre ce que ça implique que de faire une levée de fonds. Une levée de fonds dans une SAS classique, c'est en gros, il y a deux options, hein, c'est lever du capital ou des obligations, ou les deux. C'est pas du tout les mêmes mécanismes, donc c'est pas hyper compliqué à comprendre, mais il faut quand même s'y intéresser, poser les bonnes questions. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Si vous ouvrez votre capital, vous ne servez pas d'intérêt, il n'y a pas de taux d'intérêt que vous devez verser à vos investisseurs tous les ans, donc on a l'impression que c'est de l'argent un petit peu facile ou gratuit. Donc attention à ça, parce que en fait, vous partagez quand même d'autres choses, même si vous ne partagez pas la valeur au début. Vous partagez la valeur de votre entreprise à la fin en général, et puis surtout vous partagez le pouvoir. Donc ça, c'est un point un petit peu important. C'est aussi un peu une perte de liberté, et moi je vous encourage à regarder des pactes d'actionnaires, des pactes d'associés classiques, et de bien comprendre les différentes clauses types, parce qu'en fait dans un pacte il y a plein de choses qui ne sont pas négociables, et donc c'est important que vous soyez au clair avec ce que vous êtes prêt à faire et pas prêt à faire, et surtout que vous en parliez avec les autres cofondateurs, que vous soyez bien alignés sur ces points-là, et que ce soit au clair chez vous pour ensuite pouvoir en parler facilement et simplement avec vos actionnaires futurs. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est très proche de ce que disait Ralph tout à l'heure, c'est de bien se choisir mutuellement. Le closing, on a parfois l'impression en entreprise que c'est l'aboutissement de quelque chose. En fait, c'est juste le début. C'est le début d'une collaboration. Nous, on vous choisit pour plein de raisons, mais choisissez aussi, vous, les interlocuteurs avec lesquels vous souhaitez travailler. Alors, les équipes changent, hein, les interlocuteurs seront peut-être amenés à changer, mais essayez de profiter de cette période d'études qui est souvent dense pour bien comprendre un peu la philosophie et la stratégie d'investissement du fonds. Parce que finalement, c'est ça qui va perdurer, même si votre interlocuteur est amené à changer. Ça va perdurer dans le temps, et c'est important d'être bien aligné et d'avoir du coup une collaboration vraiment efficace. Voilà, je m'arrête là, et puis on parlera des questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces conseils très concrets et très clairs. Alors, dans les minutes qui nous restent pour ce tour de table, on va quand même essayer de se garder 10 bonnes minutes pour les questions-réponses. Donc, pardon, c'est à nos derniers intervenants que revient la lourde tâche d'être précis et d'aller à l'essentiel. Je vais proposer à Emmanuel Gauthier de prendre la suite pour nous dire un mot de Mirova. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Donc, en effet, Mirova est un pionnier de la finance solidaire, et nous gérons deux grands fonds. Le fonds Insertion Emploi, qui est un fonds 90-10 dont la poche solidaire est gérée par France Actif, notre partenaire. Et là, on n'intervient qu'en dette. Et vous avez un deuxième fonds de création plus récente, créé en 2006, que je gère, qui s'appelle Mirova Solidaire. Alors là, on intervient... c'est un fonds un petit peu généraliste, spécialisé dans le financement et l'accompagnement des entreprises de l'ESS. C'est un fonds qui fait aujourd'hui 240 millions d'euros. Alors, généraliste, mais toutefois, il intervient dans 4 grandes thématiques d'investissement. L'emploi et l'insertion, l'immobilier solidaire au sens large. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce secteur d'activité, notamment dans le logement inclusif et partagé, avec des modèles très entrepreneuriaux. La troisième thématique du fonds, c'est l'environnement. Alors là-dedans, on retrouve l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la solidarité. Enfin, c'est le quatrième axe, c'est la solidarité nord-sud. Alors, le fonds aujourd'hui, il est composé, il accompagne une cinquantaine de projets depuis sa création. En fait, on implémente, on accompagne 10 à 15 nouveaux projets par an en moyenne. Et en complément, bien sûr, des opérations de financement, de refinancement des entreprises que l'on a déjà en portefeuille.
Alors, on intervient essentiellement, alors principalement en haut de bilan, mais aussi en dette. On peut participer à, bien sûr, à des levées de fonds mixtes, dette et fonds propres. Tous les statuts d'entreprise sont éligibles, donc ça va donc les associations, les coopératives, les entreprises de droit commercial et même les fondations. Alors, tous les instruments financiers sont éligibles, donc fonds propres, quasi-fonds propres, instruments de dette. Donc, on fait également des titres associatifs, des quasi-fonds propres pour les associations, des titres participatifs. On intervient également en obligations convertibles en actions. En termes de taille de ticket, nos interventions varient entre 300 000 et 1 million d'euros pour l'innovation sociale. Et cela dépend bien sûr de la taille du projet et de son niveau de déploiement. On ne fait pas d'amorçage non plus. On intervient sur des entreprises en phase d'accélération et de changement d'échelle avec des modèles économiques qui sont prouvés. Alors, nous sélectionnons. Alors, comment on sélectionne les projets? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites précédemment et que bien sûr, nous partageons. Nous, notre singularité, c'est vraiment qu'on sélectionne un projet à partir de son modèle d'impact. C'est vraiment, je dirais, la première marche du process de sélection. Ce modèle d'impact, il doit être mesurable et tangible. Et là, on travaille, alors peut-être pas sur un business plan impact, mais il nous faut des indicateurs de suivi. Et ce qui est essentiel, c'est que ce modèle d'impact, il doit être adossé donc au modèle économique. C'est quelque chose qui doit être vraiment, qui doit nourrir, en fait, le modèle d'impact doit nourrir le modèle économique et vice-versa. Et enfin, troisième axe de sélection, c'est le mode d'entreprendre. Là, le fonds, comme je l'ai dit, finance principalement des entreprises de l'ESS, c'est plus de 80% de nos investissements. Donc, on privilégie un mode d'entreprendre qui soit agréé ESUS, mais également, on peut aussi implémenter dans le fonds des projets d'impact si, bien sûr, il y a une notion d'économie partagée et que le modèle d'impact, bien sûr, est également mesurable et tangible. Alors, en termes de délai d'instruction, c'est important quand même de souligner qu'en fonction, bien sûr, je dirais, de la préparation des dossiers, donc ça varie entre 2 et 6 mois, entre la prise de contact et le décaissement des fonds. Ça peut être aussi plus long. Je partage aussi l'avis qui a été donné précédemment, à savoir qu'il faut que l'entrepreneur dimensionne bien sa levée de fonds. Donc, il faut que le plan de financement soit bien calibré. Il y a une question, donc on ne traite pas en effet une levée de fonds equity et un financement obligataire de la même façon. Dans la levée de fonds en fonds propres, ce qui est important aussi, et ça c'est que l'entrepreneur ait aussi des idées très rapidement, une idée de la valorisation qu'il attend de son entreprise. Et il doit le partager, j'allais dire, pratiquement dès le départ de la prise de contact avec le financeur, parce que ce point, qui peut faire l'objet après d'un long travail aussi de négociation ou autre, doit être abordé, je pense, dès le départ. La fin est un peu dans le commencement et il ne faut pas se tromper. Et je pense que c'est un sujet qui parfois est peut-être des passes assez approfondies dès le départ. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, si j'ai pu répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, on a 3 dernières participations. Donc, j'ai proposé à Estelle Guérézinck, qui représente le groupe Crédit Coopératif, de nous dire un mot sur l'accompagnement du groupe pour le changement d'échelle. Et puis ensuite, on terminera avec BNP Paribas et puis la NEF, qui pourront aussi nous expliquer rapidement comment ils interviennent ou accompagnent les porteurs de projets.
Oui, bonjour à tous et merci Marguerite. Alors oui, le groupe Crédit Coopératif inclut la banque Crédit Coopératif, mais aussi ses filiales, filiales de gestion d'actifs Ecofi Investissement et Essuie Gestion qu'on a vu avec Benjamin tout à l'heure. Donc le Crédit Coopératif est la banque de l'ESS. Elle fait partie du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. À ce titre, c'est une banque classique qui offre toutes les solutions classiques pour vous aider à passer les périodes difficiles, mais c'est aussi un partenaire bancaire de long terme. Elle est moins connue pour son rôle d'arrangeur et de placeur de levée de fonds. Alors, toutes les structures n'ont pas la chance de passer par l'incubateur HEC. Voilà, on a un peu le même rôle, mais plus focus sur la levée de fonds. Un rôle, je vais en vulgarisant un peu de GPS et d'ensemblier, un peu vous guider pour savoir vers qui, quoi et comment préparer ensemble la stratégie de la levée, les supports aussi, et puis organiser les flux d'informations, notamment pendant les due diligence, et puis tout en s'assurant qu'il y ait une égalité de traitement aussi entre les différents fonds. Donc ça, c'est important. J'aimerais reprendre un exemple que j'ai déjà mentionné ce matin, qui est l'Union pour l'enfance. C'est une opération que nous avons arrangée et placée sous forme d'obligation associative. Alors, quel a été le bénéfice de l'arrangement? C'est une structure qui est dans la protection de l'enfance, qui est un secteur qui est très peu investi par les investisseurs solidaires aujourd'hui, des activités réglementées un petit peu difficiles à appréhender quand on les connaît pas encore bien. Ça nous a permis comment dire, préparer ensemble. Alors, oui, c'est également un secteur qui est sous contrainte financière, puisque les finances publiques sont, en tout cas pas en développement, pas autant que les besoins et les solutions innovantes qui sont trouvées par ces acteurs. Et donc, cet acteur a souhaité développer des activités en propre, financées par des investisseurs privés. Et donc, l'arrangement et le placement de cette levée, sous forme d'obligations associatives pour un montant d'1 million d'euros, a permis à la fois de faciliter une meilleure connaissance réciproque des investisseurs et de l'émetteur, de leurs activités, savoir comment travailler ensemble, préparer ensemble avec l'émetteur pour pouvoir anticiper les demandes et préparer au mieux ces due diligence, et mutualiser toutes les ressources et les flux d'informations, les flux de documentation, de façon pour l'émetteur d'avoir une vision d'ensemble et aussi pour les investisseurs d'avoir cette égalité de traitement. Et donc, l'UFSE recevra les fonds normalement sur son compte dans les prochains jours, et nous avons le plaisir d'avoir le fonds Invest dans lequel la région Île-de-France est à 48% autour de table. Alors, nous intervenons également, comme d'autres acteurs, sur le développement et le changement d'échelle, pas sur la période d'amorçage, plutôt pour des monts élevés à partir de 500 000 euros. En deçà de ce montant, le temps consommé par rapport au montant investi nous semble un petit peu, du moins, on va privilégier des solutions plus simples, tout secteur, multi-support également, et pour les clients du crédit coopératif ou des structures qui le deviennent. Voilà. Merci Marguerite. Merci à vous. Marilyn Meyerman, qui représente BNP Paribas, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis chargée d'affaires au sein du pôle Impact PME de BNP Paribas. Effectivement, et donc j'ai la chance d'avoir uniquement des clients qui veulent changer le monde, et ça, c'est quand même assez passionnant. Nous, ce dont on est convaincu, effectivement, chez BNP Paribas, c'est qu'on ne lit pas un bilan d'une société de l'économie sociale et solidaire de la même manière qu'une entreprise lambda. Et donc, on a en fait mis en œuvre une solution, clé en main pour les PME à impact, autour d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Act for Impact. C'est un dispositif qui est donc dédié aux entrepreneurs qui cherchent, qui innovent pour avoir un impact positif, social ou également environnemental. Donc, pour faire court et de manière très synthétique, en fait, Act for Impact, c'est deux choses. C'est déjà, et ça c'est important, un écosystème effectivement d'experts et de passionnés. On a quand même 150 banquiers référents sur l'ESS qui sont à l'écoute partout en France, et une offre bancaire unique qui va être effectivement dédiée après au changement d'échelle, basée sur du financement non dilutif. Donc concrètement, on peut accompagner votre levée de fonds.
Pour être très pragmatique aussi, et pour vous donner peut-être envie de nous solliciter, effectivement, BNP Paribas a développé une politique de crédit qui est spécifique. Concrètement, voilà, en termes de durée de financement, on peut faire des choses différenciantes et aussi en termes de garantie. On ne sollicitera jamais effectivement la caution personnelle du dirigeant sur un financement pour une structure de l'ESS. Ce qu'on peut aussi faire, c'est effectivement vous mettre en relation avec tout notre réseau de partenaires financeurs. Voilà, on travaille beaucoup avec Noves là, qui est intervenu un peu plus en amont dans l'échange pour répondre voilà, aux entrepreneurs sociaux à chaque étape du développement. Il y a aussi un autre point différenciant et un peu en termes d'innovation, c'est qu'effectivement, on a développé une forte expertise dans les contrats à impact social. Il faut savoir aujourd'hui que BNP Paribas structure la moitié des contrats à impact social qui ont été signés en France et a investi dans 5 d'entre eux à ce jour. Voilà pour l'échange. Écoutez, moi, je reste voilà, à votre entière écoute pour toutes les solutions de financement non dilutif. Merci beaucoup, Marilyn. Et enfin, Anne Graal, qui représente la NEF, qui va pouvoir nous dire un mot pour conclure ce tour de table. Hop et hop, voilà. Tac. Oui, bonjour. Ok, donc je représente donc la NEF. Donc la NEF, nous, on est la seule banque éthique en France. On s'est déjà présenté plus tôt. Donc l'idée, c'est que nous, effectivement, au niveau de nos financements, on fait exclusivement de la dette, donc qui vient en fait en bridge ou en complément d'une levée de fonds. L'intérêt de travailler avec la NEF, c'est qu'on a un système d'approvisionnement qui est très particulier puisqu'on ne se fournit pas sur les marchés interbancaires. On est un peu la banque en circuit court et on a une expertise de 40 ans avec du recul et des études de marché pour nous appuyer dans l'analyse des projets ESS. Voilà, donc l'intérêt de prendre de la dette en plus de votre levée de fonds, ça peut être justement l'intérêt de faire un bridge. Je rebondis sur la situation qu'on avait évoquée, qui a été évoquée plus tôt sur la gestion de trésorerie. Par exemple, le fait de pouvoir faire sa levée de fonds sereinement et pas avec le couteau sous la gorge, justement, on peut, avant d'avoir finalisé sa levée de fonds, faire un prêt de trésorerie auprès de la NEF dans des montants autour de 200 000 €, par exemple, qui vous permet de gérer votre trésorerie pendant que votre clientèle s'accroît et que vous avez donc des tensions de trésorerie à gérer. Donc, ça peut être intéressant pour ça, pour justement garder plus de poids dans les négociations après sur la levée de fonds. L'autre intérêt de faire de la dette bancaire, c'est d'avoir un peu plus d'indépendance, puisque nous, on n'est pas actionnaire de votre structure. Voilà, donc on a 2 types de crédits. On a des crédits très classiques qui se font sur du matériel, des immobilisations corporelles et tout ça, mais bien sûr, on a de la trésorerie. Donc, on a un prêt de trésorerie sur 5 ans ou 7 ans, avec des possibilités de différer pouvant aller jusqu'à 2 ans, justement pour gérer les tensions de trésorerie, créer des postes, etc. Et après, on a une autre solution. Cette solution s'adresse à des structures. Alors, la première solution s'adresse à des structures qui n'ont pas forcément trouvé encore leur équilibre financier. Du moment que les capitaux propres sont positifs, nous, on peut accompagner les structures qui ne sont pas encore rentables. Donc ça, c'est la première offre que je viens de vous décrire. Et ensuite, on a une deuxième offre qui est plutôt du financement participatif, où là, c'est du in fine au bout de 7 ans. Et là, par contre, c'est plutôt adapté pour des structures qui ont déjà trouvé un modèle économique périn et sûr. Mais donc, notez quand même que la NEF peut aussi vous permettre de faire du crédit in fine, voilà, sur 5 à 7 ans. Juste, je voudrais finir sur le Covid. Effectivement, donc, moi, j'ai constaté l'an dernier, c'est que nos crédits, il y avait des structures que je comptais accompagner en trésorerie sur de la levée de fonds. Et finalement, les crédits de trésorerie se sont finalement un peu attirés plus sur du crédit de sauvetage, leur permettant de tenir le coup en fait jusqu'à la levée de fonds. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'on peut vous accompagner sur ces choses-là, que ce soit effectivement de la levée de fonds, mais aussi gérer la situation actuelle. L'important, c'est effectivement d'avoir des capitaux propres positifs parce qu'on est tenu à une réglementation et des capitaux propres au minima à 20% du total bilan. Voilà. Merci beaucoup. Et j'en profite pour parler également de lita.co, peut-être
qui doit être représenté aujourd'hui, mais malheureusement, Pierre Schmidgall n'a pas pu se joindre à nous. Il m'a chargé de vous transmettre ses coordonnées, donc je vais les glisser dans le chat. Voilà, il nous reste 1 ou 2 minutes pour prendre des questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui ont pu être traitées dans le chat. Mais voilà, si vous avez encore des questions, on a encore le temps d'en prendre quelques-unes. Je vois qu'il y a notamment une question qui est adressée à vous, Marilyn, pour le BNP Paribas sur Act for Impact et sur l'inclusion des SCOP et des SIC et des associations. Je ne sais pas si vous la voyez dans le chat. Effectivement, oui, alors je ne vois pas la question, mais j'imagine que c'est est-ce qu'on peut accompagner, c'est ça, les SCOP, les associations. Exactement, oui, on a tout à fait, on a même une expertise, on a même un pôle dédié effectivement aux associations, donc si il faut faire une mise en relation, n'hésitez pas à me contacter, mais tout à fait, on accompagne tout type de structure. C'était bien ça la question, Marguerite? Oui, parce que je la vois pas. En fait, la question, c'était voilà, si vous les accompagnez aujourd'hui, alors qu'elles étaient plutôt exclues au moment du lancement de Act for Impact. Oui, les associations, effectivement, on peut les accompagner, les SCOP également. Parfait, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement ou à écrire vos questions dans le chat. De questions, je pense que vous avez tous été extrêmement clair, et puis voilà, vous avez eu aujourd'hui quand même à la fois des clés méthodologiques grâce à l'accélérateur qui a pu vraiment parler en détail de la préparation, de la posture et le témoignage de Ralph aussi qui donne un très bon aperçu de ce qu'implique de se lancer dans une démarche de levée de fonds pour accélérer et pour développer de nouveaux projets. Et merci infiniment à tous les fonds et structures financeurs solidaires qui étaient représentés aujourd'hui et qui vous ont donné pour le coup des clés un peu plus opérationnelles et notamment des contacts. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux. Je pense qu'ils se tiennent à votre disposition. Et puis côté région, bien sûr, nous on reste disponible pour vous orienter, pour vous répondre aussi si vous avez d'autres questions. On arrive au terme de ce cycle et de ces ateliers pour la journée. Voilà, évidemment, si c'est un format qui vous semble utile, efficace, pertinent, on pourra tout à fait le reproduire. Parce que là, on a répondu à des attentes qui étaient assez pressantes sur ce sujet, mais qui ont vocation à se prolonger dans le temps. Et voilà, ces processus de financement solidaire sont évidemment étalés dans le temps et demandent parfois un petit peu de maturation. Donc, si vous souhaitez qu'on reproduise ce format à échéance d'un ou 2 mois, voilà, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées aussi, je vais vous les remettre. Mais si vous voulez me faire un retour, nous dire un petit peu vos attentes sur ces sujets, pour qu'on puisse vraiment vous apporter des éléments utiles et vous aider à passer à l'action. Voilà, bah écoutez, on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Je vois qu'il y a voilà, les financiers qui mettent leur contact. Je vais vous glisser également les derniers contacts et je remercie infiniment toutes les personnes présentes de s'être rendues disponibles pour ce temps. Merci beaucoup à tous et très bon après-midi, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci, à bientôt.